LCI, iTélé, BFM TV, ces 3 chaînes nous apportent de l'information en continu. Mais comment ces chaînes fonctionnent-elles réellement? Peut-on vraiment se fier à l'information qui y est donnée? À terme, ces chaînes remplaceront-elles les rendez-vous quotidiens de nos grandes chaînes? C'est un reportage signé Vincent Dobelcourt. 14 ans après la création de CNN aux États-Unis, les premières chaînes d'information en continu débarquent sur nos écrans. Selon notre expert télé François Pomès, elles fonctionnent toutes de manière différente. Avant, on écoutait la radio France Info pour avoir de l'info en continu. Et ensuite, on a pu avoir les images avec ces chaînes d'info qui sont arrivées au milieu des années 90. On voit LCI, une chaîne qui se casse un peu la figure en termes d'audience, mais qui a été créée, c'est la première en 94, avec pour objectif de plaire au CSP+, aux cadres d'entreprise, avec de l'info distillée d'une façon un petit peu chic, économique, etc. Il y a eu iTélé avec le côté canal et de l'info conservé un petit peu comme ça, avec de la sauce sport un peu derrière. Et puis BFM est arrivé avec un modèle à l'américaine, à la Fox News, un mélange entre Fox et CNN plutôt. Il y a du Fox dans BFM avec de l'info qui est populaire. On retrouve derrière la marque de Next Radio TV. Ces chaînes d'information sont soutenues par de grands groupes médias, mais elles ont également une autre source de revenus qui leur permet maintenant d'être indépendants financièrement. Il faut comprendre comment fonctionnent les chaînes d'info. Leur modèle économique, puisque ce sont des chaînes privées, est basé sur la publicité. Autant les chaînes publiques ou les radios publiques touchent les redevances, sont financées partiellement par l'État, autant ces chaînes d'info que j'ai citées, LCI, Télé, BFM, sont financées par la publicité. Dans ce cas, les chaînes subissent-elles des pressions de certains annonceurs? Je suis là depuis le début de la chaîne, donc ça va bientôt faire 8 ans. Et il n'y a jamais eu une quelconque consigne de faire un sujet pour une publicité, de ne pas faire de sujet parce qu'il y a un gros annonceur. Mais là où ça pose problème, à mon sens, c'est sur des sujets qu'on voit peu sur les chaînes d'info, ce sont des sujets conso. C'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils font rarement l'ouverture du journal. Déjà, il faut définir ce qu'est un sujet conso. Si on parle de tout ce qui est, je ne sais pas moi, facture EDF, facture GDF, les loyers, tout ça on fait. Les sujets conso, demain on va passer la journée à parler des soldes. Les sujets conso traitent souvent de problématiques de consommation liées aux marques qui sont annonceurs. Parce que les plus gros annonceurs des chaînes d'info, comme les chaînes globalement, ce sont les annonceurs de la grande distribution. Pourquoi la météo est sponsorisée? La météo, c'est de l'info aussi. C'est peut-être celle que les gens attendent le plus. C'est sponsorisé, c'est partout pareil. Et c'est pas parce que c'est sponsorisé par une marque de crème solaire qu'on va dire qu'il y a du soleil partout et tout le temps. Donc voilà. Si l'information est relativement fiable sur ces chaînes, notre expert télé va nous mettre sur une nouvelle piste. C'est un peu plus pernicieux que ça parce qu'on retrouve au cœur des programmes d'information, ça c'est mon avis, des pastilles qui sont pour moi des pastilles de communication éditoriale. Typiquement, quand BFM TV fait sponsoriser un petit programme de 2 minutes sur la création, les entrepreneurs, etc. par Oseo, pour moi ça c'est pas de l'information. Ce qu'on retrouve Oseo avant et après, ça s'appelle un billboard. Au milieu on a ces 2 minutes d'infos qui ne sont pas réellement de l'info, c'est de la communication éditoriale. Donc les chaînes d'info diffusent, distillent de l'information, mais au milieu de ça, il y a de la communication éditoriale et je pense que le téléspectateur ne sait pas toujours faire la différence entre les deux. Quand on fait par exemple en partenariat avec la Pinacothèque, toute une semaine avec des petites pastilles sur je ne sais plus quelle exposition, voilà, c'est de l'information. On dit aux gens, voilà, en ce moment à la Pinacothèque de Paris, il y a telle expo, c'est de l'information. Ça dit aux gens, voilà ce qui se passe à la Pinacothèque en ce moment. C'est sponsorisé, je ne vois pas où est le problème. Dans le cadre de notre enquête, nous avons voulu vérifier ces informations. Le 19 juin 2013, nous avons pris le journal de 13h de France 2 et le 14h de BFM TV. Finalement, 3% du JT de BFM était consacré au sujet conso, contre 15% sur France Télévisions. Ce qui nous a frappé en revanche, c'est l'écart dans le traitement de l'actualité forte du jour, en l'occurrence les inondations. Mais comment cette différence peut-elle s'expliquer ? C'est à partir du moment où il y a privatisation, à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre, à partir du moment où il y a une bagarre des annonceurs, tout se joue, tout se débloque. On vous demande petit à petit d'avoir une stratégie commerciale et non plus, je dirais, une sorte de regard ou de rigueur, plus exactement, de rigueur journalistique qui fait que vous faites une hiérarchie de l'information. Le travers des chaînes d'information, c'est justement de jouer plus sur l'impression que les faits, c'est-à-dire que bien souvent, l'information qui est mise en avant a une visée populiste,
démago, c'est de l'info démago, parce qu'on sait qu'elle va faire de l'audience, parce qu'on sait qu'elle va impressionner, plutôt que de jouer sur des informations intéressantes du point de vue analytique, géopolitique, etc. On va mettre en avant cette info qui va haranguer les foules. Donc de la même manière, l'information va s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle tienne les gens en haleine, il faut qu'elle accroche, il faut qu'elle agresse un petit peu. Est-ce que tout cela au fond ne conduit pas à de la désinformation? Ce sujet n'est pas nouveau. En 1982, Bernard Pivot, présentateur d'Apostrophe, en parlait déjà dans son émission. La désinformation, dit le petit Larousse, c'est l'action de supprimer une information, d'en minimiser l'importance ou d'en modifier le sens. Autrement dit, la désinformation est une perversion réfléchie de l'information. C'est un choix, c'est de la hiérarchisation, c'est un choix. On fait le choix de, voilà, par exemple, pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, le jour où le pape démissionne, eh ben on n'a parlé que de ça. Effectivement, il y avait, j'ai plus en tête l'actualité, le reste de l'actualité ce jour-là, mais effectivement, pendant de minuit jusqu'au soir qu'on rende l'antenne, en tout cas jusqu'à 18h, et je pense qu'après ça a été la même chose, on n'a parlé que de ça, parce qu'on a estimé que cet événement-là, entre guillemets, écrasait tous les autres. Nous, on fait de l'info en continu. On est en direct de 6h du matin, ça va être 4h30 à la rentrée, mais pour le moment de 6h du matin jusqu'à minuit et demi. On fait 18h30 de direct par jour. Donc nous, c'est l'information au moment où elle se passe. Alors évidemment, on la hiérarchise, comme le font tous les journaux, comme le fait le JT de France 2. Après ça, il y a toute la partie écrite, dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle le scroll. Donc déjà, là où il y a 30 ou 40 informations différentes dans tous les domaines. France, étranger, économie, sport, culture, donc déjà l'information, elle est là. Existe-t-il réellement une différence entre le JT de grandes chaînes et les chaînes d'information en continu? À mon sens, il y en a une, c'est d'abord l'audience. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que même si les chaînes d'information sont beaucoup regardées de plus en plus, il ne faut pas oublier que quand même BFM c'est 1,8 d'audience, c'est la première chaîne d'information de France, iTélé à côté c'est 0,8 et un JT sur France 2 c'est 20% d'audience. Donc d'abord c'est l'audience, parce que même si ces chaînes d'info diffusent de l'info à tout le monde et au sens large, eh ben, la majorité des Français attendent les rendez-vous de mi-journée ou du soir, la grande messe du 20h, pour avoir accès à l'information. Les gens, pour une moitié d'entre eux à peu près, vont venir aux 20h alors qu'ils sont déjà informés des faits. Ils ont besoin d'une expertise, c'est-à-dire d'en savoir plus. Donc là, on rentre dans ce qu'on disait la contextualisation. On rentre aussi dans le commentaire. On rentre aussi dans la comparaison européenne, par exemple, pour citer des faits d'actualité en France. Mais les analyses, on les fait. On a recruté des gens pour ça. Ulysse Gosset, qui est arrivé il y a 2 ans, il y a 1 an plutôt, pour faire des analyses justement sur tout ce qui est politique internationale. Il est là, des sujets, des comparaisons européennes, on passe notre vie à en faire. Quand il y a des polémiques sur l'âge de la retraite, on voit comment ça se passe chez les voisins. On n'arrête pas quand le prix de la cigarette va augmenter, comment ça se passe chez les voisins. On n'arrête pas de faire ça, on le fait aussi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence et on s'en aperçoit, par exemple, pour prendre celui de France 2. La personne qui dirige l'information de France Télévisions, c'est Thierry Tuillier. Il a passé 2 ans à diriger la rédaction de iTélé et on voit tout ce qu'il apporte de ce qu'il a vu et de ce qu'il a créé également dans les chaînes d'information. On en voit de plus en plus dans les JT de France 2. C'est plutôt les JT des grandes chaînes qui ont tendance à se rapprocher des chaînes d'information avec beaucoup plus de duplex qu'avant, même comme on nous le reproche beaucoup, des duplex qui entre guillemets ne servent à rien. L'envoyé spécial serait-il la marque de fabrique des chaînes d'info? Alors, la question de l'envoyé spécial est une question intéressante parce que moi, à mon sens, dans 60% des cas, l'envoyé spécial ne sert à rien. Il sert simplement à redire l'information qu'il a distillée en commentaire dans son sujet. Alors que logiquement, un bon duplex, un duplex intéressant, c'est quand l'envoyé spécial apporte un scoop, une info supplémentaire, une interview, une note de plus ou une analyse supplémentaire au sujet qui vient d'être diffusé. Et ça, malheureusement, c'est rarement le cas. Sauf que pour le téléspectateur, de voir quelqu'un sur le terrain, en plus, après un sujet, ça crée le lien, ça crée l'idée, le fantasme que le journaliste, il a vraiment enquêté, il a été vraiment sur le terrain. Et oui, les chaînes d'info jouent sur ça et envoient des... et ça, c'est particulièrement le cas de BFM. Ils envoient des reporters terrain partout, pour tout et n'importe quoi, parce que je pense que ça fonctionne, ça participe à la crédibilité de l'information qui est diffusée.
On a pu avoir le défaut d'en faire un peu trop, on le corrige, ce défaut. Par exemple, on l'a jamais trop fait, les concurrents l'ont plutôt fait, mais de se mettre en duplex 3 heures avant qu'un événement se passe, ça on ne le fait plus en général, on y va 1 heure avant. Je pense que voir quelqu'un sur place, c'est aussi un côté excitant. Alors ça, c'est un autre aspect psychologique. Je pense que c'est excitant pour le psychisme. Et ça rejoint ce que je vous disais. On a besoin aujourd'hui d'avoir des neurones, ces neurologiques, qui sont excités. Et avoir un gars sur place qui lui-même tout excité, je dirais, oui, ça excite le téléspectateur. Et c'est pour ça que des gens arrivent à être scotchés sur CNN pendant des heures et des heures et des heures, dans ces chaînes d'information. Sur la Fermera, on n'avait pas qu'une équipe, on devait en avoir 3 ou 4, à des endroits différents. Et d'être sur place, c'est juste d'avoir les contacts. Tu as les numéros des gens à la mairie, tu as les numéros des pompiers, tu as les numéros des policiers, tu as noué des contacts avec eux, c'est eux qui te donnent des informations. Et faire vivre, puisqu'on parle de la Fermera, faire vivre la Fermera sans y être, c'est juste une hérésie, c'est pas possible. Pour raconter l'ambiance, pour raconter que les gens sont toujours chez eux, pour raconter comment cette ville vit ce traumatisme et cette histoire absolument incroyable qui est en train de se passer, on est obligé d'envoyer des gens. Et je pense qu'à un moment, on a dû avoir 4 équipes là-bas. Une équipe à la mairie, une équipe avec les pompiers, 2 équipes qui étaient là au niveau des barrages pour faire vivre le truc. Enfin, on ne peut pas faire ça de Paris. Depuis notamment l'exclusivité de la vidéo de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel, les chaînes d'infos ne se contentent plus d'être un robinet à information des agences de presse. Ils créent l'actualité grâce à une nouvelle stratégie. Quand on arrive à récupérer les images de DSK quand il quitte le Sofitel, on est très content de le voir sur BFM TV. Quand on voit, on a eu l'exclusivité du saut de Felix Baumgartner depuis l'espace. On a eu l'exclusivité de Cahuzac, quand même chez nous qu'il a parlé pour la première fois. Donc évidemment, on est un acteur qui compte et qui compte de plus en plus, oui, évidemment. Et on a bien l'intention que ça continue. C'est justement un aspect qu'on essaye de développer. On a demandé à des journalistes de se spécialiser dans certains domaines, justement pour sortir des infos. C'est un moment, ça prend du temps, mais ces derniers mois, on a une journaliste spécialisée en santé, on a une journaliste spécialisée en éducation, on a évidemment une journaliste spécialisée en justice, police, enquête. Et donc tous ces gens-là, évidemment, une de leurs missions principales, si ce n'est leur mission principale, c'est de sortir des infos BFM TV que n'auront pas les autres. Depuis 1945 et le premier journal télévisé, l'information n'a cessé d'évoluer. De la bande au numérique en passant par la VHS, les chaînes d'infos ne sont ni plus ni moins qu'une évolution dans le traitement de l'information.